Bien le bonjour à toi et bienvenue sur Miroir SF. Alors aujourd'hui on va parler de L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. J'ai envie de dire enfin, parce que en fait ce bouquin qui est sorti en 2016 a été critiqué dans le sens chroniqué par absolument tous les blogueurs de science-fiction dans les 6 mois qui ont suivi sa sortie. C'était en 2016, donc je suis pas mal en retard, d'autant que de manière absolument unanime ce bouquin est un succès littéraire, donc voilà, ça commence vraiment à faire partie de mes tares de ne pas l'avoir lu, donc je me rattrape aujourd'hui en vous en faisant la critique. Alors par contre, si parmi vous, certains n'ont jamais entendu parler de cette novella, je préfère vous prévenir, ce n'est vraiment pas gai. Donc si vous êtes d'humeur morose aujourd'hui, n'hésitez pas à passer votre chemin. Cela se passe dans un futur proche. Un couple de chercheurs, elle est physicienne et lui est historien, mettent au point une technologie qui permet de visualiser le passé. Une technologie qui s'appuie sur une sorte de captation de la lumière. Alors pas de panique, je vais vous expliquer tout ça. Comme vous le savez, la lumière traverse indéfiniment notre univers tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacles. Ainsi, celle du Soleil, qui s'est réfléchie sur la Terre, parcourt en ce moment même l'univers. Donc, d'un point de vue purement théorique, si on était capable de rattraper cette lumière, on pourrait voir d'anciennes images de la Terre. Bon, je vous dis tout ça avec mes mots de non-scientifique qui n'y connaît pas grand-chose en la matière, mais je vous rassure, Ken Liu explique ça très bien dans sa novella. Voilà donc un procédé qui paraît fantastique, sauf qu'il y a un hic. Ken Liu imagine en effet que l'on ne puisse observer cette lumière qu'une seule fois, parce qu'après l'avoir fait, elle disparaît définitivement. Vous voyez donc le problème éthique que cela pose. Vous pouvez certes observer le passé, mais en même temps que vous le faites, vous détruisez définitivement toutes ces traces. Alors petite précision, lorsque je parle de visualiser le passé, en fait c'est bien plus que ça, puisque c'est quasiment une sorte de voyage virtuel dans le passé. Une fois que vous avez choisi votre lieu et votre époque, vous pouvez en fait vous y promener un peu comme un fantôme. Pour ce couple de chercheurs, cette technologie est avant tout un moyen de faire parler le passé. Et ils l'utilisent d'ailleurs pour attirer l'attention du monde sur un moment clé de l'histoire. L'unité 731 en Mandchourie. Un camp japonais tristement célèbre pour ses expérimentations sur cobayes humains de 1933 à 1945. Ont donc lieu en masse dans ce camp des vivisections sans anesthésie, des inoculations de maladies comme le choléra, la peste ou le typhus, et tout ça pour améliorer la médecine militaire et pour développer des armes bactériologiques. Cette novella se présente en fait comme le script d'un reportage centré sur l'unité 731 et sur le travail d'historien mené par ce couple. Vous voyez ainsi tour à tour des interviews de chercheurs, de professeurs, de militaires de cette époque, mais aussi des films d'archives ou encore des lectures d'articles de presse. Ce procédé narratif présente le défaut, je trouve, de moins nous immerger dans le récit et de nous détacher des personnages. Je dois néanmoins reconnaître que Ken Liu a sans doute eu raison d'utiliser ce format-là. Car en choisissant de nous montrer un reportage sur l'unité 731 et non pas une fiction historique se passant dans le camp, Ken Liu met l'accent sur la notion de témoignage. Témoignage à la fois sur ceux qui reviennent de leur visite dans le passé et témoignage des médecins et militaires encore vivants qui sont interviewés pour le reportage. Cela permet de mettre en exergue une question très présente dans cette novella. Peut-on considérer des témoignages comme des preuves historiques? Et que Ken Liu ait choisi l'unité 731 pour parler de preuves historiques n'est évidemment pas un hasard. Car aujourd'hui encore, le Japon ne reconnaît pas les atrocités qui se sont déroulées dans ce camp. Cette novella mérite le succès littéraire qu'elle a rencontré. Le fait que ce soit présenté sous forme de reportage explique que je n'ai pas pris un plaisir immense à lire cette novella. Mais en même temps, franchement, qu'on se le dise. On ne lit pas L'homme qui mit fin à l'histoire pour s'offrir un moment de plaisir. Non, pas du tout. Je crois qu'on le lit parce qu'on a envie de découvrir une période horrible de notre histoire. Et je dois d'ailleurs vous avouer qu'avant de lire cette novella, je ne connaissais absolument rien de l'unité 731. Pas même son existence. Et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce cas. Loin de là. Ce qui est absolument choquant. Tout aussi choquant qu'un Japonais qui ne saurait pas ce qu'est Auschwitz. Donc lisez aussi cette novella par devoir de mémoire.
et parce qu'il est honteux qu'en France, on ne maîtrise pas mieux ce qui s'est passé en Asie pendant la Seconde Guerre mondiale.